bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle petite leçon de vie, la 6e du cycle 10 ans pour tout changer. 10 ans pour tout changer, c'est la 10e saison des petites leçons de ville et durant toute l'année, on s'interroge sur les grandes mutations environnementales qui nous préoccupent et surtout sur la manière dont la ville peut s'y adapter. Le mois dernier, nous étions avec notamment Philippe Madec et nous interrogions la question de la frugalité dans l'architecture. Alors pour ceux qui n'auraient pas pu suivre le direct, je vous invite vivement à y jeter un œil, peut-être demain ou après notre soirée si vous avez encore soif de ces petites leçons de ville. Je vous invite vivement à revoir cette dernière petite leçon de ville parce que c'était très bien. D'abord, on a eu des discussions, je crois, assez intéressantes avec Philippe Madec notamment et nos autres invités, mais aussi parce que je crois que c'était un événement qui était assez complémentaire de celui que l'on va, des discussions que l'on va avoir ce soir, puisque notre sujet du jour, c'est la construction low-tech. Donc on va approfondir les réflexions initiées le mois dernier, en insistant cette fois peut-être plus sur les procédés de construction, c'est-à-dire une fois les besoins déterminés, une fois le programme défini, concrètement, comment est-ce qu'on met en œuvre une construction pour limiter son impact environnemental. Et en l'occurrence, pour le limiter deux fois, comme les deux mots de low tech. Low, cette idée d'avoir peut-être moins de matière, de dépenser moins d'énergie, et je parle sous le contrôle de nos invités, mais on aura l'occasion de peut-être définir un petit peu mieux ce terme tout à l'heure. Mais tech, qu'il ne faut pas oublier tout de même, c'est que à travers cette peut-être, j'utiliserai pas à nouveau le terme frugalité, on l'a bien assez utilisé le mois dernier, mais disons à travers ce moins de matière, ce moins d'énergie, mettre en œuvre tout de même une technicité spécifique qui participe à maîtriser l'énergie et les ressources. Voilà. Ce soir, comme chaque mois à l'occasion des petites leçons de ville, on va avoir 3 points de vue. Nos 3 invités vont nous présenter 3 points de vue pour nous aider à mieux comprendre le sujet à travers 3 temps. Tout d'abord, une leçon qui est une présentation savante et illustrée et qui nous permettra de comprendre toutes les clés de compréhension du sujet du jour, l'architecture low-tech aujourd'hui donc. Et puis ensuite, un témoignage et puis une étude de cas. Donc ce soir, peut-être d'ailleurs plus que dans des précédents rendez-vous, vous allez voir que le témoignage et l'étude de cas vont un petit peu se confondre, puisque pour l'un et pour l'autre, on va entendre des présentations très concrètes de bâtiments et en rapport avec l'architecture low-tech. Avant de nous présenter chacun de nos 4 intervenantes d'aujourd'hui, je vous livre 2 dernières infos que les habitués des petites leçons de ville ont bien l'habitude d'entendre chaque mois de ma bouche. Je vous rappelle que cette soirée, évidemment, puisque vous nous voyez, elle est diffusée en direct sur Internet, sur le site web du CIE de Paris et sur la page Facebook du CIE de Paris. On va essayer, comme à chaque fois, de profiter du fait d'être en direct, de profiter de ce dispositif de discussion pour en faire un vrai moment d'échange entre nous, ici, mais aussi avec vous qui nous regardez. Vous avez peut-être, pour ceux qui ont l'habitude, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir dans les précédents rendez-vous. On a vraiment beaucoup d'échanges à chaque fois avec les personnes qui laissent des commentaires. Donc voilà, ça enrichit la discussion et c'est ça qui donne, à mon avis, le sel de ces petites leçons de ville que je suis depuis tout ce temps très heureux d'animer. Tiens, c'est peut-être bien de le dire aussi, ça. Donc voilà, on profite de ce moment pour en faire une vraie discussion. Donc n'hésitez pas, toutes vos questions, tous vos commentaires, toutes vos remarques, vous les mettez dans les commentaires de la vidéo et je me charge de les transmettre à nos invités. Et puis la deuxième chose que je voulais vous rappeler, c'est le petit livret que vous avez à votre disposition. Du temps où les petites leçons de ville se faisaient avec du public et sans doute à nouveau très prochainement, on l'espère. Ce petit livret, il était distribué, il était sur chacun de vos sièges. Aujourd'hui, évidemment, vous êtes chacun chez vous, donc le livret, vous le retrouvez sur le site web du CIE de Paris ou bien, je crois que le lien vous est donné dans les commentaires de la vidéo. Je crois que je vous ai tout dit et qu'il est désormais l'heure de vous présenter nos 4 intervenantes. À commencer par vous, Catherine Morel, bonsoir. Vous êtes avec nous et à distance. Oui, bonsoir. Oui. Alors, avant de dire exactement d'où est-ce que vous nous parlez, dites-nous peut-être quelle heure il est, ça va nous donner un indice. Pardon?
Avant de nous dire d'où est-ce que vous nous parlez, peut-être dites-nous quelle heure est-il, que nous puissions avoir un indice. Alors, il est 21h43, exactement. À La Réunion, il est donc 21h43. Vous avez longtemps exercé en tant qu'architecte à La Réunion, d'où vous nous parlez aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui directrice du CAIE de La Réunion. Peut-être juste un mot, tiens, puisque après tout, nous sommes ici au CAIE de Paris et on parle finalement pas beaucoup du CAIE de Paris depuis le CAIE de Paris. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en un mot le CAIE de La Réunion? Peut-être nous rappeler ce que sont les CAIE d'ailleurs partout en France. Alors, le CAIE de La Réunion, mais écoutez, il existe depuis plus de 40 ans maintenant. Voilà, nous sommes 15 personnes, des architectes, urbanistes, paysagistes, puis du personnel aussi administratif, etc. Voilà. Et donc, nous exerçons les missions qui sont dévolues au CAIE. Et nous travaillons particulièrement sur toutes les questions de bioclimatisme en milieu tropical, puisque nous sommes sur une île tropicale humide. Et ça va effectivement assez bien teinter, je crois, la présentation que vous allez nous faire tout à l'heure. Et puis un mot rapide sur les CAUE. Bon, voilà, ces organismes, ces associations départementales qui œuvrent dans plusieurs directions. Peut-être est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors, ce sont des organismes privés, des associations privées qui exercent une mission de service public sur la qualité pour promouvoir auprès de publics très, très, très différents, variés, pour promouvoir la qualité du cadre de vie à travers l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, le paysage. Voilà, et donc les missions, il y a le conseil aux particuliers qui veulent construire ou agrandir ou rénover leur maison. Tout ça, c'est gratuit, bien sûr. On fait beaucoup d'interventions, nous aussi, en milieu scolaire, donc pour sensibiliser les citoyens de demain sur toutes ces questions de cadre de vie. On a aussi des actions de formation en direction des professionnels, du cadre bâti également. On fait aussi de l'accompagnement des communes, voilà, sur des sujets différents. Je crois que j'ai tout dit. Il y a 4 missions qui sont voilà, dévolues au CAIE. Alors écoutez, quand bien même si vous aviez oublié une mission, il y a votre homologue à Paris, Laurence Dufort, qui est pas très loin d'ici et qui pourra venir à tout moment voilà, s'emparer d'un micro pour nous rappeler les missions. Mais je crois que vous avez tout dit sur effectivement les CAIE à travers la France et particulièrement le CAIE de La Réunion. Ici, à Paris, nous sommes également avec Nathalie Chazalette et Delphine Paillard. Bonsoir à toutes les deux. Et je vous invite à bien parler dans le micro d'ailleurs, qu'on puisse entendre même vos bonsoirs. On a envie d'entendre votre voix. Voilà. Bonsoir. Toutes deux, vous êtes architectes et toutes deux, vous travaillez à la direction construction publique et architecture de la ville de Paris. Vous allez nous présenter tout à l'heure un projet assez étonnant, assez étonnant, j'en dis pas plus. La petite fabrique dans le 13e arrondissement de Paris. En deux mots, un bâtiment qui répond à vraiment toutes les attentes qu'on peut avoir dans l'architecture d'aujourd'hui en matière d'environnement, de climat, de réduction de l'énergie, Est-ce que j'ai tout dit? Un tout petit bâtiment surtout. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est un tout petit bâtiment, c'est ça, c'est un petit... Voilà, bon, on n'en dit pas plus, on va regarder ça tout à l'heure. En tout cas, c'est une présentation que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que ce projet, effectivement, m'a l'air assez impressionnant. Peut-être juste un mot, là encore, pardon, hein, comment dire, j'ai l'impression de vous demander à chacune de décliner vos identités, mais je disais que vous travaillez à la direction construction publique et architecture à la ville de Paris. En gros, c'est vous qui gérez toutes les constructions nouvelles, Comment ça se passe? Alors, la direction des constructions publiques et architecture de la ville de Paris est en charge de la maintenance, de l'exploitation technique et de la maîtrise d'ouvrage des opérations de rénovation et construction neuve d'équipements recevant du public. Donc, c'est un parc immobilier qui regroupe 660 écoles, les collèges, maintenant, puisque c'est des départements, mais les musées, voilà, les piscines, les théâtres, les crèches, voilà. Et au sein de cette très grande maison, il y a une toute petite mission qui s'appelle la passerelle transition écologique, voilà, où nous sommes toutes les deux, Delphine et moi, depuis 2 ans et demi, qui est une mission
un peu de recherche et développement auprès du directeur de la DCPA pour essayer de faire bouger les lignes en maîtrise d'œuvre interne. Donc nous sommes architectes pour la ville de Paris et nous sommes inscrits à l'ordre pour réaliser des projets démonstrateurs. Donc, et en priorité à destination de nos collègues de la direction pour mobiliser en interne et puis évidemment après en partenariat avec l'ensemble de l'écosystème de la construction et de l'éco-construction que nous pouvons rencontrer et mobiliser. Et ben voilà, on a hâte de découvrir précisément une action du coup, que vous avez pu faire dans le cadre de cette mission-là. Je le rappelle, la Petite Fabrique dans le 13e arrondissement de Paris. Et ça sera tout à l'heure en fin de soirée, en fin de petite leçon de ville. Mais pour commencer, pour ouvrir nos discussions, je me tourne vers ma voisine, Emmanuelle Gallo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes architecte également. Tiens, on n'a que des architectes ce soir, hein, je ne dis pas de bêtises. Vous êtes toute architecte, oui, avec Catherine Morel également. Bon, bah pas moi, voilà. Mais vous êtes également historienne de l'architecture aussi, avec une spécialité assez étonnante qui est celle de l'histoire du chauffage. Oui. Peut-être juste avant de vous entendre parler spécifiquement de l'histoire plus large des techniques de la construction à Paris, un mot sur l'histoire du chauffage qui est un enjeu à part entière donc. Eh bien, disons que dans les années 90, quand je cherchais un sujet de thèse avec monsieur Gérard Monnier, historien aussi, j'ai cherché à concilier en fait ma frustration de ne pas pouvoir construire de bâtiments, de logements bien chauffés, bien isolés, comme on me l'avait enseigné. Et du coup, je me suis rabattue sur la recherche historique. Et maintenant, j'essaye de refaire la liaison à travers d'études de bâtiments et de patrimoine technique dans des bâtiments historiques. Et en tout cas, ce soir, vous nous avez préparé une présentation un petit peu plus large, puisqu'on est au-delà de ça sur la question effectivement des techniques de construction, et à Paris spécifiquement. Eh bien, écoutez, je vous propose d'y aller. Alors, on en a pour une petite 20-25 minutes, et puis on en discute ensuite tous ensemble. Tout à fait. Alors, en fait, alors je vais peut-être avancer un peu les... Oui, donc comme je le disais, donc j'ai fait une thèse sur un sujet un peu curieux, mais j'ai aussi enseigné en parallèle et j'ai enseigné entre autres l'histoire de la construction à l'Université de Paris 1. C'est comme ça que je me suis fait une culture sur ces sujets-là. Puis ensuite, dans le DSA Architecture et Patrimoine de l'École d'architecture Paris-Belleville. Et ensuite, j'ai pu développer ce cours dans d'autres écoles. Et donc c'est constitué comme ça un savoir autour des savoir-faire, des matériaux, essentiellement sur la région parisienne, qui est un peu ma région d'adoption. L'idée ici, donc, du coup, que je vais développer aujourd'hui, c'est de montrer qu'on a que dans l'histoire et l'histoire constructive, on peut trouver des dispositifs inspirants pour nos projets actuels éco-responsables. Alors, je vais en fait aborder 3 thèmes. Un thème sur les circuits courts, un thème sur le recyclage, puis après sur des dispositifs spatiaux qui sont plus en liaison avec mon travail sur la thermique. Donc les premières informations dont je vais vous faire part, en fait, sont issues de travaux historiques d'autres personnes, dont par exemple la thèse de Linnea Rollenhagen-Tilly et l'ouvrage de Yuri Carbonnier sur les maisons ordinaires à Paris à la fin de l'Ancien Régime. Voilà. J'ai pas tellement l'habitude du micro si près. Ça fait rien, je vais m'améliorer. Et en particulier, donc, ces 2 collègues ont travaillé sur une série des archives nationales qui s'appelle la Z1J, où en fait on a les procès-verbaux dressés par les greffiers des bâtiments pendant des visites d'expertise, en fait, de procédures de construction. Et donc c'est une fantastique vision de la pathologie de la construction sous l'Ancien Régime, et du coup c'est comme ça qu'on a plein de savoirs au sujet des bâtis de cette époque. Donc le bâti parisien, quelles que soient les époques, est constitué d'un matériau de base
c'est la pierre. Alors, on va avoir de la pierre de taille ou du moellon, mais en tout cas, c'est un élément constitutif, y compris des maisons médiévales qui sont faites avec des chaînages en pierre, comme on le voit sur l'axonométrie de gauche. Donc, cette pierre, en fait, matériau local, il est tellement local, en fait, qu'il est sous Paris. C'est-à-dire que, en fait, une partie des quartiers parisiens du sud, j'ai pas de petit pointeur, mais je pourrais le montrer, toute la partie sud sur la carte, qui est en rose ou en saumon, suivant vos écrans. Eh bien, en fait, toute cette partie-là est en fait minée par des carrières souterraines qui ont en fait permis de fournir la pierre aux constructions du centre de Paris, qui lui est évidemment décalé un petit peu sur le nord. Donc là, on ne peut pas trouver plus local comme matériau, avec donc justement tous les aléas que ça peut constituer aujourd'hui, et donc déjà depuis la fin du XVIIIe siècle d'ailleurs, parce que de temps en temps, il y a des effondrements, ou en tout cas il faut stabiliser sous les bâtiments qu'on construit, et il y a une législation à partir du début du XIXe siècle qui réglemente toutes ces perforations, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, mais voilà. Et donc on voit un exemple de carte en haut à droite des catacombes actuelles, enfin donc des sous-sols et puis donc on voit aussi sur cette image les deux niveaux, c'est-à-dire que on a jusqu'à parfois même 3 niveaux d'exploitation de carrière en fonction des bancs de bonnes pierres qui a servi donc par exemple à construire Notre-Dame, dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Alors les pierres évidemment proviennent du 14e arrondissement, mais aussi de Charenton, de Créteil, d'Ivry, du Kremlin-Bicêtre, de Chaillot, de Vaugirard et plus loin de Melun par exemple. Les déchets des carrières servent en fait à constituer de la chaux. Hein. À partir des déchets, on brûle ces déchets, enfin ces petits résidus, et ça permet de faire donc les mortiers, sachant qu'il faut quand même les monter la température à 900 degrés. Et donc, ça demande du charbon de bois pour obtenir ce résultat, et pas mal donc d'arbres. Donc, c'est toujours, on utilise aussi toujours ça avec une certaine parcimonie, et sur les chantiers eux-mêmes, hein, souvent, ou à proximité, pour en fait ne pas avoir de dégradation du produit en chemin. Alors, je voulais montrer cette image parce que on comprend bien pourquoi on est dans de l'exploitation locale, parce qu'effectivement, si on veut déplacer une pierre d'un point à un autre, eh bien, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut soit beaucoup de main-d'œuvre et un certain savoir-faire, mais aussi il faut donc des attelages assez considérables, comme on le voit sur ces différentes illustrations, qui d'ailleurs datent de périodes différentes, ce qui montre bien que la problématique demeure sur la longue durée. Donc là, on voit comment les carrières en fait donc se fonctionnaient avec donc des niveaux successifs d'exploitation, et la sortie par des puits qui permettaient en fait donc de faire circuler les personnes comme les produits. Et ces puits, donc, on les percevait dans le paysage alors bucolique du 14e arrondissement ou du 16e, suivant les époques. Alors, la pierre était utilisée... Alors, je vais regarder ce que j'ai comme autre illustration. Voilà, là, j'ai une petite planche sur la chaux. Voilà, et je vais rester dessus pendant que je vous parle en fait des différentes catégories de pierres. C'est-à-dire que dans un banc de pierres, on va avoir des pierres plus ou moins dures. Et il y a aussi différentes exploitations dont la qualité de pierre est différente. Alors, les pierres les plus dures, qui viennent d'ailleurs, par exemple, du Faubourg Saint-Jacques, Saint-Marcel, de Montsouris, d'Arcueil, de Bagneux, de Meudon. Ces pierres, en fait, elles servent à faire à la fois les fondations, les caves, le rez-de-chaussée, les marches d'escalier, les seuils de porte, les appuis de fenêtres, les murs de refend, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement qui a beaucoup de contraintes mécaniques, et aussi qui ne doit pas geler, qui doit résister à l'eau.
Par contre, les pierres tendres sont appelées lambourdes et elles servent au premier étage ou pour les décors sculptés. Là, par contre, c'est des pierres de Saint-Leu, de Trossy, de Vergelée. Alors, parmi les pierres qui sont aussi utilisées, qui viennent de la région parisienne, on a des grès de Fontainebleau, mais qui sont essentiellement utilisés pour des pavés. Et on a aussi le sable qui vient sur place, enfin du Grenelle, par exemple, de Grenelle, pour réaliser des mortiers de chaux. Oups. Alors, le deuxième matériau circuit court de Paris et de sa région, et qui est pourtant mondialement connu, c'est le plâtre de Paris. Donc ce plâtre, eh bien, il est issu en fait d'une pierre de gypse qui est cuite, elle, entre 100 et 200 degrés. Donc on est dans une utilisation d'énergie qui est bien moindre. Et en fait, on a on fabrique le plâtre de manière uniforme, mais en fait, ça produit, suivant la position par rapport au combustible, des températures différentes. Et si tout ce qui va être autour de 150 degrés, ça va faire du plâtre fin pour faire des moulures, etc. Et des intérieurs. Et tout ce qui va être plutôt au-dessus, autour de 200 degrés et au-dessus, ça va être ce qu'on appelle le gros plâtre, qui, lui, a une certaine résistance à l'eau, qu'on peut utiliser dans toutes sortes d'enduits extérieurs, et même parfois aussi dans des assemblages en sous-sol, ce qui n'est pas forcément recommandé. Mais voilà. Alors, le plâtre, il est issu, lui, plutôt du nord de Paris, puisque là, on voit, en fait, c'est les parties qui sont en vert. C'est les carrières de gypse donc, de Belleville, d'Amérique, donc c'est aussi à côté de... Et puis aussi, donc, dans le 18e arrondissement, on a une petite couronne autour de la butte Montmartre d'exploitation donc, de ces pierres de gypse. Et on voit aussi, donc, sur le côté gauche, un agrandissement des traces de ces excavations en sous-sol sous un certain nombre de rues du 19e arrondissement, juste au-dessus de l'école de Belleville. Voilà. Donc là, dans le cas du plâtre, on a aussi des exploitations aériennes ou des exploitations semi-aériennes et des exploitations complètement ensevelies suivant l'endroit où ça arrive sur la colline. Et ces exploitations sont très anciennes et elles permettent donc de réaliser un produit qui va être utilisé en remplissage de pans de bois, mais aussi un peu pour toutes les parties du bâtiment, puisque pratiquement, il arrive qu'on construise pratiquement entièrement des bâtiments en plâtre pendant la période de l'Ancien Régime. Alors, on utilise aussi, donc là on voit un peu des planches qui montrent la fabrication du plâtre, on l'en sachette, l'avantage là c'est que c'est beaucoup plus facile à manipuler effectivement que la pierre, parce que la sachette ça se porte relativement aisément, ça a une durabilité dans le temps assez réduite, mais ce qui est fantastique avec le plâtre, c'est que c'est un produit qui se recycle indéfiniment, puisque donc il suffit de le recuire et de le rebroyer. Alors là, par contre, le broyage, c'est pas ce qui est le plus facile, mais en tout cas, ça permet de recycler le produit. Mais le produit, on va voir, il est aussi recyclé autrement. Voilà, on voit d'autres carrières, dont celle de gauche n'est pas dans Paris. Et là, par exemple, les buttes Chaumont ont été installées sur d'anciennes exploitations, le jardin des buttes Chaumont, sur d'anciennes exploitations de carrières de gypse. L'autre secteur qui est tout à fait présent à Paris depuis presque toujours, en fait, et en tout cas pendant la période de l'Ancien Régime, c'est la fabrication de terre cuite. Alors, en fait, dans la pratique, il y a assez peu de briques à Paris à cette époque-là, même s'il y a la magnifique place des Vosges et la place Dauphine, mais qui sont en fait des lieux de luxe. C'est pas des maisons pour
pour tout le monde. C'est du lotissement de luxe. Et pour les maisons plus ordinaires, en fait, la production de terre cuite conservait essentiellement les tuiles et les pavages. Donc en fait, là, on avait des tuiles plates, donc il y avait deux tailles, et petit moule, grand moule. Et du coup, ça s'assemblait de cette manière. Et donc, et on verra aussi qu'il y avait un autre usage ultérieur de ces tuiles éventuellement. Alors l'exploitation de l'argile qui est nécessaire pour la fabrication de ces objets, il venait aussi de Passy, de Vaugirard, de la Bièvre, de Bagnolet, de Montmartre, de Massy, de Igny, mais aussi parfois de distances plus importantes, de Bourgogne ou de Champagne. Il est possible qu'il y ait eu l'utilisation de terre crue à Paris, mais ça apparaît assez peu dans les textes. Bon, par contre, dans un traité, j'ai quand même trouvé un mortier de terre, ce qui montre que en fait, ça devait quand même être pratiqué dans la région parisienne aussi, un peu de manière opportuniste. Hein, c'est en fonction des disponibilités du moment. Donc là, on voit des planches de fabrication des briques et des tuiles, enfin des tuiles en haut à gauche et des briques, des cuissons de la brique à droite, et donc les endroits qui sont où on recommande d'utiliser éventuellement la brique, donc toutes les parties qui résistent bien à l'humidité, comme en fait la pierre dure en quelque sorte. Alors l'autre élément qui concourt à la construction parisienne, mais qui lui n'est pas parisien, c'est le bois. Parce qu'évidemment, même s'il y a des bois maintenant dans Paris, ce n'est pas suffisant pour assumer tous les usages du bois dans une ville. Et du coup, il y a toujours une espèce de tension et de pénurie sur le bois, d'ailleurs pas simplement en ville. Et du coup, là, le bois vient par flottage ou par des petites embarcations de type barge qu'on voit sur l'illustration de gauche, qui emmènent en fait donc, le bois le long de la Seine jusqu'à Paris. Donc là, c'est le territoire en amont de la Seine qui alimente les usages, avec donc des difficultés souvent d'approvisionnement, de prix. Parce qu'en fait, le bois d'œuvre est en concurrence aussi avec le bois de chauffage. Et donc, c'est toujours difficile de se procurer cette denrée. Il y a toute une hiérarchie aussi de l'utilisation des types de bois en fonction des différentes parties. Et le bois sert aussi bien donc, à la structure de bâtiments, comme on voit des pans de bois ici de différentes époques, mais aussi en intérieur, donc par exemple pour faire des lambris, ce qui concourt à un confort des pièces, suivant les usages en fait et les périodes. Alors un autre matériau qui concourt à la construction, même si c'est en moindre quantité, mais néanmoins les tirants, même s'ils représentent une petite quantité, ils peuvent avoir un usage très, très important dans les constructions. Surtout plus on avance dans les siècles, plus on va faire des choses assez audacieuses. Donc l'importance d'assurer une cohésion de certaines pierres est particulièrement nécessaire. Donc le fer en fait vient également d'ailleurs, de Normandie, de Bourgogne, souvent, et parfois même de plus loin pour certains objets un peu luxueux comme de l'Espagne par Rouen, peut-être de la Suède aussi pour les aciers spéciaux. Le verre, donc je n'ai pas de planche là, mais qui évidemment sert pour l'éclairage domestique, il vient lui aussi de l'extérieur, par exemple de Normandie ou d'Alsace, et évidemment sa transparence et sa clarté et sa dimension fait varier considérablement les coûts. Hein, plus les plaques sont grandes et plus c'est cher et rare.
Alors, la question suivante sur laquelle je voulais aborder, c'était donc la question du réemploi. C'est-à-dire que là, on a vu un peu les matériaux qui étaient présents sur la région parisienne naturellement, même dans Paris lui-même, même sous Paris. Et puis, d'un autre côté, on avait ceux qui venaient un peu d'un terroir plus ou moins étendu. Mais il faut avoir conscience que jusqu'à une période finalement assez récente, c'est-à-dire finalement jusqu'aux 30 Glorieuses, l'idée de réemployer des matériaux de construction était une évidence. Donc la majorité des éléments de construction étaient réutilisés, les bois de charpente, le métal, les tuiles, les briques, les pierres, les menuiseries, etc. On allait même jusqu'à vendre des bâtiments entiers par abdication, ce qu'on verra plus tard. Enfin voilà. Donc je passe donc d'une première approche sur les matériaux eux-mêmes sur la partie sur leur transmission, leur deuxième vie en quelque sorte, voire même peut-être plusieurs, enfin on peut avoir des vies successives pour un matériau. Donc là par exemple, en travaillant sur l'histoire du chauffage, j'ai travaillé sur le bâtiment de la Bourse, qui est le premier bâtiment à être chauffé à la vapeur en 1826. Avant de devenir ce bâtiment, le terrain appartenait à un couvent le couvent des filles de Saint-Thomas, qui donc ont perdu leur propriété pendant la Révolution. Et en fait, ce terrain a été récupéré par l'État et donc donné pour ce projet. Après, toutes sortes de réflexions et de discussions sur la pertinence de l'endroit et en tout cas, au moment de la décision d'utiliser ce terrain à cette fin, donc de créer une bourse et puis de toutes sortes d'autres fonctions dans le même bâtiment, il y a on vend en fait les matériaux avant les matériaux du couvent, avant même d'installer le chantier. Donc la première chose, c'est le démontage et la vente du matériau. Et donc ce qui coûte, ce n'est pas de payer un démolisseur, mais c'est au démolisseur de payer la ville ou donc l'État, puisque c'est un bâtiment national, pour obtenir ces matériaux qui devaient donc, et toutes sortes de matériaux, puisqu'on parle aussi bien donc de bois de charpente, de fer, d'ardoise, de plomb, etc. Donc ça, c'est un exemple donc des archives qui prouvent que ça existait et sous quelle forme. Et puis à une forme, disons, étatique de haut niveau, puisque c'est un bâtiment, ça rentrait dans le budget d'un bâtiment d'État. Ensuite, on a vu tout à l'heure, dans certaines images que je vous ai présentées, dans les pans de bois, que on avait des blocs blancs. Et en fait, ces blocs blancs, c'est du plâtras, c'est-à-dire c'est des vieux plâtres, des plâtres qui ont servi déjà, qui sont installés en fait qui sont récupérés et recyclés comme une sorte de pierre. Et parfois, on peut complètement reconstruire un bâtiment avec donc d'anciens morceaux de plâtre, et évidemment pas des bâtiments de 10 étages, mais quand même, et en tout cas des maisons. Et c'est un premier recyclage donc de ces plâtras. Et également, il y a un recyclage tout à fait original et assez connu des gens qui travaillent sur l'histoire du béton armé, etc. C'est que donc, pendant longtemps, on essaye de retrouver des mortiers de qualité comparable à ceux des Romains. Et la qualité des mortiers romains vient de l'utilisation de cendres volcaniques de la région de Pouzol ou de Baïa, enfin en tout cas de cette zone-là. Et pendant longtemps, on n'obtient pas de résultats aussi performants, mais par contre, on remarque tout de même que si on utilise des matériaux comme de la tuile cuite, des vieilles tuiles, pilées, réduites en morceaux, eh bien, en fait, on obtient des choses qui ne sont pas complètement comparables, mais quand même bien meilleures que les mortiers de chaux classiques.
En fait, c'est comme si finalement on avait obtenu une température en chauffant les objets de manière séparée au lieu de les chauffer en même temps. Voilà, donc ça c'est vraiment un élément tout à fait intéressant. Mais donc sur le réemploi, on trouve aussi bien des fers aussi, et puis du pavage aussi, hein, il est toujours évident. On commence par récupérer aussi tous les carreaux de terre cuite qu'on utilise souvent dans les parties hautes, et ensuite on met des neuves dans les parties basses qui vont être usées un peu plus, etc. Enfin, l'idée, il y avait toujours une continuité dans l'utilisation. Souvent aussi, on utilise d'abord, pour faire une toiture, les vieilles tuiles, et on complète avec des neuves en fonction des besoins, hein. De la même manière, le plomb qui sert à faire de la tuyauterie, mais aussi des descentes de pluviales et ce genre de choses, des chéneaux, eh bien, en fait, ils sont réutilisés en étant refondus, tout simplement. Voilà, donc ça c'était un peu ces deux premières parties qui étaient plus axées sur l'histoire de la construction. Et la dernière partie, je voulais l'orienter un peu sur comment, en fait, nos concepteurs ou nos habitants des siècles passés ont essayé de créer des espaces plus confortables thermiquement et visuellement, avec les moyens dont ils disposaient. Donc là, par exemple, sur cette illustration, on voit aussi bien les premières cheminées adossées du XIIIe siècle que la cohabitation homme-animal dans les fermes qui ont persisté quand même jusqu'à l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, dans certaines régions en France, soit une cohabitation dans le même espace, soit l'un au-dessus de l'autre, suivant les types de structures de l'habitat traditionnel rural. Et puis sur l'illustration de gauche, qui vient du musée suisse de Zurich, on voit là au contraire deux petites filles qui s'endorment sur le poêle, et donc là le poêle fermé à l'allemande est aussi une merveilleuse solution qui a permis à beaucoup de régions froides d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants. Alors, comme illustration plus récente, donc du 19e siècle, de comment obtenir un résultat en termes de confort de l'usager sur le plan visuel comme sur le plan du confort thermique, je voudrais vous présenter donc la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais sous un autre angle. Donc ici, vous avez une gravure de l'époque où on voit la disposition des tables telles qu'elles étaient à l'époque et pas telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'autre sens. Et on voit donc l'éclairage latéral de part et d'autre. Ça, c'est un fonctionnement tout à fait typique des bibliothèques, dont les bibliothèques anglaises sont le modèle. Simplement, les bibliothèques anglaises ne font qu'une trame, alors que là, on a une double trame grâce à la structure métallique. Alors, cet espace dispose d'un chauffage central à air chaud, dont on voit ici l'emplacement des calorifères dans le plan du sous-sol qui nous a été montré lors de l'exposition il y a quelques années à la Cité de l'Architecture. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment, en fait, on voyait comment le lecteur qui est au milieu de la salle est en quelque sorte protégé des murs extérieurs et donc du froid, du rayonnement froid, par toutes sortes d'épaisseurs, y compris celles relevant de l'usage. C'est-à-dire que vous avez un mur de façade qui fait 55 cm de pierre de taille, puis vous avez un petit couloir, et ce petit couloir, en fait, il abrite évidemment des collections. Donc, dans une bibliothèque, on ne laisse pas un mur vierge, c'est impossible, hein. Donc, d'ailleurs, chez moi aussi. Donc, du coup, ça nous fait 55 cm de pierre, une bibliothèque, un mur de bibliothèque, enfin 2 cm de bois, 15 cm ou 10 à 15 cm de livres, un couloir, de nouveau 20 cm de livres, 2 cm de bois, et hop, après on se retrouve de l'autre côté, on a 30 cm de livres, parce qu'on a des gros ouvrages, là on n'est plus sur des petits livres de poche, et enfin,
on a une pièce dans laquelle les gens peuvent s'installer. Donc sur toute cette partie-là, on est protégé en quelque sorte du rayonnement froid, mais par contre, on profite de la lumière qui, elle, vient des niveaux supérieurs. Donc le rayonnement de froid ne va pas aller jusqu'aux lecteurs qui sont en partie basse. Voilà, donc là on voit ça voilà aussi la même chose sur la coupe de la salle sur ces merveilleux dessins de la collection de la bibliothèque. Donc ça, c'était un peu un exemple de dispositif tout à fait typique du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on utilise une architecture avec une forme réappropriée, doublée par rapport aux bibliothèques traditionnelles. Ensuite, on utilise des matériaux nouveaux qu'on utilise aussi de manière tout à fait esthétique. Et puis, on a des appareils modernes, mais en même temps, on assure aussi un confort par les dispositifs de l'espace qui donnent du confort thermique et du confort visuel. Voilà. Alors, un autre exemple, alors on nous a toujours dit que la crise énergétique majeure, c'était celle des années 70. Et donc, en travaillant, je me suis rendu compte que celle de 1914-1923 n'était pas mal non plus. Puisque, en fait, le prix du charbon avait été multiplié par 25. Et le charbon, à l'époque, ça permettait de faire à la fois le gaz, l'électricité, et donc le chauffage par le charbon. Donc c'était vraiment déterminant. Donc nos ancêtres ont été un peu traumatisés par le manque de combustible et ils ont cherché à améliorer toutes sortes de choses. Donc par exemple le confort thermique de leurs habitations et de leur lieu de vie. De professionnels, et ils ont donc commencé à transmettre les bases de la thermique telles qu'on nous l'enseigne dans les écoles actuellement. Et ils ont constitué en fait un savoir-faire technique et théorique pour pouvoir faire les calculs. Donc là, vous avez donc il y a 5 ouvrages en fait. Dans les 5 ouvrages, on a le cahier des charges, on a et les bases de calcul avec la géographie. Là, c'est les coefficients. Bon, à l'époque, c'était pas les mêmes unités qu'aujourd'hui, mais enfin, de toute manière, on pourrait les traduire. Et donc, chaque matériau est étudié. Et on donne les coefficients de performance thermique de chacun, sachant que ça avait déjà été publié en Allemagne, mais bon, pas jamais traduit en français à l'époque. On va aussi s'intéresser donc donc on le fait de manière théorique, mais on le fait aussi de manière pratique, donc en développant des isolants qui, comme vous voyez, sont quand même relativement sains, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, donc, bon, le béton ponce, bon, c'est du Cyporex revisité, mais par contre, l'héraclite, c'est du bois. Enfin bon, c'est beaucoup des matériaux qui sont issus de la nature. Donc, par exemple, en utilisant du liège ou des matériaux de type bois. Il y a aussi des publications donc, dans les revues d'architecture de l'époque, de manière à sensibiliser donc les architectes à ces questions. C'est le moment aussi où en fait, on commence à avoir des congrès de chauffage depuis 1923 tous les 3 ans, des congrès francophones, alors qu'avant, il y avait des congrès en allemand, en anglais, etc. Et dans ces congrès, on essaye on fait des échanges scientifiques pour améliorer les chaudières, pour améliorer le rendement des radiateurs, et donc pour isoler les bâtiments. Et là, par exemple, on voit qu'ils étudiaient les épaisseurs de vide d'air qu'on pouvait mettre dans les murs de manière à améliorer donc, la thermique des bâtiments. On avait aussi le dernier ouvrage qui est publié juste après-guerre, mais qui est réalisé en termes de travail avant, c'est le travail sur les apports solaires, on dirait aujourd'hui. Donc, ce travail
et permet en fait donc de faire des calculs donc d'apport solaire dès 1946. Ce travail étant signé par André Nessy, qui était un monsieur très éminent dans le secteur, aussi producteur d'appareils, et Jeanne Mouret, qui est une des jeunes centraliennes qui est morte en déportation pour fait de résistance. Je pense que c'est bien de temps en temps de parler des femmes exceptionnelles comme elle. Voilà. Et donc, de toutes ces... je ne suis pas sûre que ça ait eu des effets immédiats pour le calcul des apports solaires, mais en tout cas, les bases étaient déjà là. Parmi les effets qu'on trouve dans les constructions concrètement de ces bâtiments de l'entre-deux-guerres, on voit par exemple une influence sur Sauvage, avec ici les amiraux, qui comportent, bon, outre la piscine évidemment, mais... On parle Henri Sauvage, ce grand architecte voilà, du XXe siècle qui a construit ses habitations bon marché, la rue des Amiraux, excusez-moi. Merci. Je ne suis pas architecte, voilà, je me permettais de faire cette réflexion de non-architecte. Absolument. Et donc, c'est du logement social, c'est construit juste, c'est fini en 1926, mais ça a commencé avant la Première Guerre mondiale en termes de projet. Et il a dû le réduire, mais bon, il a quand même réussi à garder cette magnifique couverture de façade en céramique blanche et aussi une construction en structure de béton armé et double paroi, donc un mur intérieur, un mur extérieur et du vide d'air entre les deux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est publié à l'époque dans la revue d'architecture. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai été trouvé derrière les fagots, c'était de fait écrit dans les revues d'architecture de l'époque. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus confidentiel. Donc, ça m'a été... je l'ai récupéré sur le site de mon collègue Jérôme Marin de l'école de la Villette, qui, donc, lui, a expertisé pour un bailleur social le groupe des Chaufourniers, donc un ensemble de logements sociaux également donc, de la même période, et qui voyait qu'en fait, on n'a pas le même style d'architecture, mais le type de structure est identique, structure béton armé et remplissage briques avec un vide d'air entre les deux. Enfin, quelque chose d'un petit peu plus original, un procédé... la maison isotherme d'un certain Decour qui a réalisé quelques immeubles parisiens, dont un rue Compan, et qui allie à la fois donc, une structure métallique, à la place d'une structure béton pour les autres, et donc des doubles parois, également sur une structure métallique secondaire. L'idée étant de maintenir le plus possible une qualité thermique satisfaisante. Je ne suis pas sûre que les habitants actuels ont connaissance d'habiter dans un endroit aussi ébouriffant. Voilà. Donc, c'était quelques exemples pour montrer qu'en fait, on peut se nourrir de toutes ces inventions, de toutes ces approches, même si elles ne sont pas forcément révolutionnaires. Elles montrent bien que cette envie d'améliorer a toujours été là. Elle a pris des formes différentes en fonction des savoir-faire, des moyens, des matériaux disponibles, etc. Et elle pourrait toujours être une inspiration pour nous tous. Et j'espère que ça vous aura amusé, en tout cas, à défaut de vous avoir appris grand-chose, parce que de toute manière, c'est vrai que l'attitude de l'inventeur reste la même, enfin, du créateur reste le même, la curiosité et rechercher toujours mieux. Bon, au-delà de notre amusement, pour ce qui me concerne, ça m'a beaucoup appris, et puis surtout c'est la base à partir de laquelle on va pouvoir discuter tous ensemble, et notamment à travers les deux exemples qui vont suivre et qui vont nous parler de choses plus contemporaines en l'occurrence, mais toujours sur les mêmes sujets. Tiens, on peut passer, si vous voulez bien, à la diaporama suivante, oui. Voilà, qui clôt comme ça cette présentation. Ah oui, il y avait encore... Oui, alors en grande vitesse, s'il vous plaît. Bon. Voilà, non, mais en fait, c'était aussi d'autres murs creux. Mais Le Corbusier s'y essayait également, mais donc il n'a pas pu réaliser pour des raisons financières essentiellement, et la faisabilité n'était pas forcément extravagante non plus. Et puis donc ces bâtiments à double paroi
persiste dans l'après-Seconde Guerre mondiale, puisque donc également pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu en tout cas des difficultés thermiques majeures, toutes classes sociales confondues. Donc du coup là c'est le cas d'un ensemble qui s'appelle le Chaperon Vert, et grâce à l'ANRU, j'ai pu vérifier mon hypothèse de double paroi. Grâce Merci. aux destructions de, Voilà. de l'ANRU, voilà. Voilà, Agence nationale des de rénovation images. urbaine. Donc, ça m'a permis de confirmer l'hypothèse que j'avais faite une fois en passant devant, une fois en scooter. Voilà, et ma dernière image, voilà, qui est mon petit clin d'œil historique, c'est-à-dire un ouvrage de François Cointreau sur l'économie des ménages de 1793, qui illustre parfaitement ce que nous appelons aujourd'hui l'infiltrométrie. Comme quoi, tout peut communiquer d'une certaine manière quand on a un peu d'imagination. Alors, l'infiltrométrie, vous dites, c'est ça, c'est le. Oui, d'accord, c'est-à-dire aujourd'hui, on fait des tests, par exemple, pour l'étanchéité des murs. On utilise des fumées, en fait, et ça donne le même genre d'apparence que la manière dont il visualise, lui, les courants d'air autour de son poêle. Très bien, et voilà, François Cointreau, 1793, hein, voilà. Voilà. Merci beaucoup, merci mille fois Emmanuel Gallo pour cette présentation. Et là, on peut passer cette fois Voilà. à la diapo suivante qui marque Voilà. la fin et qui vous remercie, voilà, explicitement. Voilà. Passionnant tout ça. Une question juste sur ces doubles parois que vous nous présentiez à l'instant. On est aujourd'hui sur une question d'architecture low-tech. Double paroi, c'est quand même 2 fois plus de matériaux aussi. On voyait là du béton d'un côté, de la brique de l'autre. C'est des matériaux qui en soi peuvent se suffire l'un ou l'autre. Est-ce qu'on n'est pas en train d'alourdir un petit peu la structure aussi ? À l'époque, le plus important, c'était d'économiser ce fameux charbon qui était si cher à exploiter et qui manquait. Et donc l'idée à l'époque, la main d'œuvre aussi ne coûte pas cher. Et ce matériau, ce sont des matériaux, vous avez vu, de la brique, éventuellement même des cloisons en plâtre pour l'intérieur. Et donc, ce ne sont pas des matériaux, entre guillemets, nobles qui coûtent. Donc, ce qui coûte là, en l'occurrence, c'est la structure. Et dans le cas de Sauvage, le revêtement en céramique qui a englouti à lui seul le tiers du budget de son chantier. Hein. Mais quel résultat. Et puis quelle durabilité aussi. Voilà, donc en fait, c'était aussi des logements sociaux. Donc l'idée, c'était aussi qu'on investissait un bon coup et que ça allait durer avec une certaine qualité. Hein. Voilà. Nathalie Chazalette, Delphine Paillard, je vous regardais tout à l'heure, vous n'aviez pas l'air mécontente lorsqu'on faisait l'inventaire des matériaux locaux parisiens. J'ai l'impression que vous cochiez un petit peu des cases. On a parlé de terre cuite, crue, de bois local. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu en un mot dans le projet de la petite fabrique. Je ne dis pas de bêtises, il y a cet enjeu-là. En fait, exactement, au fur et à mesure que j'écoutais Emmanuel faire sa présentation, je me disais, ah bah tiens, bois, on coche, ah bah tiens, terre, on coche, ah tiens, donc effectivement, là, on sait qu'on n'a rien inventé, nous. On a juste essayé de reprendre, de remettre à l'ordre du jour, mais c'est bien de voir que tout ça a finalement une continuité et il y a un rapport entre toutes ces différentes époques. Et alors, on a quelques questions là dans les commentaires qui nous arrivent, notamment c'est Jennifer Régnier qui nous dit d'abord commencer par Jacqueline Guénin qui trouve cette intervention très intéressante et qui vous remercie et qui dit qu'elle s'intéresse au fait qu'on récupérait les matériaux pour les réutiliser à une certaine époque et on redécouvre cette bonne pratique aujourd'hui. Et c'est vrai que ça me donne envie de vous demander en fait à quel moment on a arrêté. Alors très très rapidement, comme ça on va pouvoir ensuite avoir les autres interventions et en rediscuter à la fin. Mais c'est vrai que tout à l'heure quand on voyait que le réemploi évidemment n'est pas nouveau des années 2020, à quel moment on a arrêté et pourquoi on a arrêté de trouver ça intéressant de réemployer des matériaux comme on le voyait au début de votre présentation ? Ça, je ne sais pas, je ne veux pas répondre de manière brutale. Il me semble que c'est donc la période des 30 Glorieuses qui a un petit peu ralenti sérieusement ces choses-là, parce que au moment où le pétrole se met à couler à flot, on se met à arrêter, par exemple, de faire ces doubles parois pour mettre au contraire des voiles minces, parce que finalement, on peut chauffer les fenêtres ouvertes, quoi. Mais
mais en même temps, il y a toujours eu des artisans qui ont poursuivi. Moi-même, j'ai dû faire un chantier il y a 10 ans où on a récupéré les murs, on les a pilés pour surélever le plancher qui n'était pas au bon niveau. Donc ça relève du bon sens de l'entrepreneur qui ne cherche pas à surfacturer son client, mais qui cherche à économiser de manière aussi sensée, c'est-à-dire ne pas brouetter des choses à l'extérieur pour rebrouetter vers l'intérieur, par exemple. D'autant que dans la région parisienne, on a souvent des problèmes pour se garer, pour poser des bennes, qu'elles ne soient pas pleines tout de suite, etc. Donc, je pense qu'il y a toujours une culture qui a persisté, et en particulier dans les zones rurales. Je pense que dans les zones rurales, on a plus longtemps continué à faire de la participation, de la solidarité et de la récupération, quitte à être un petit peu envahi par ce qu'on récupère parfois. J'entendais, je ne sais plus où, mais j'entendais récemment l'agence d'architecture Encore Heureux, qui est très connue aujourd'hui sur les questions de réemploi, et qui parlait de ces dernières 50 années comme d'une parenthèse finalement, hein, voilà. Comme ça. Le réemploi n'est pas une nouveauté qu'on découvre aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qui revient après une parenthèse où effectivement on l'a peut-être un petit peu oublié. Beaucoup de commentaires qui vous remercient, qui vous félicitent de cette intervention. M France qui nous dit merci, redécouvrir les techniques qui ont fait leurs preuves, voilà un beau projet d'avenir. C'est vrai que ce sont des choses qu'on retrouve chaque mois ici dans les petites leçons de ville, et peut-être qu'on prendra un temps tout à l'heure aussi pour interroger ça. Est-ce que c'est vraiment revenir en arrière, ou est-ce que voilà, c'est aussi y ajouter quelques techniques contemporaines. Et Jennifer qui nous dit: ce bref historique sur le chauffage était passionnant. Emmanuel Gallo a-t-elle une intervention spécifique à ce sujet prochainement? En un mot? Écoutez, pour le moment, non, mais je pense à faire un textbook sur le sujet, Voilà. Mais bon, voilà, ça fait partie Jennifer des projets sera là en en tout cours. cas. Voilà. Jennifer sera là.